Quand la patience cède la place à une ligne rouge, c'est tout un continent qui suspend son souffle. En Afrique de l'Ouest, sous le ciel brûlant du Sahel, Ibrahim Traoré n'a pas simplement menacé. Il a déclaré la fin des négociations, la mort des compromis et l'avènement d'une nouvelle ère où la doctrine des lignes rouges s'affiche en pleine lumière. Ce n'est plus une rumeur diffusée dans les antichambres du pouvoir, mais une proclamation solennelle, faite devant le monde sans espoir de retour en arrière. Derrière ce geste, il ne s'agit pas seulement de frontières physiques ou de simples disputes territoriales. Il s'agit d'une relecture totale de la notion même de souveraineté. Pour Traoré et l'alliance militaire du Sahel qu'il dirige, la souveraineté n'est plus sujette à débat. Elle devient une frontière sacrée, un mur invisible qu'il faut défendre coûte que coûte, même si ce coût s'avère exorbitant pour la nation et pour la région. Ce basculement est radical, mais il reste largement ignoré hors d'Afrique. À Washington comme à Bruxelles, rares sont ceux qui mesurent de la gravité de ce changement. Pourtant, fermer les yeux sur cette évolution, c'est courir vers une crise d'une ampleur inédite, sans comprendre les forces profondes qui sont à l'œuvre. Ici, la violence ne s'exprime pas d'abord par des colonnes de blindés ou des batailles rangées. Elle s'insinue dans chaque mot, chaque posture, chaque décision officielle. Car le fait de rendre visibles ces lignes rouges, c'est faire de chaque crise potentielle une épreuve de force, où la moindre ambiguïté devient un danger mortel. Pour saisir la portée de cet instant, il faut comprendre comment cette doctrine s'est imposée, comment elle façonne déjà le quotidien d'innombrables citoyens et comment elle bouleverse l'équilibre régional, bien avant le premier coup de feu ou la moindre alerte diplomatique. Mais comment en est-on arrivé là ? Il faut remonter aux origines de ce changement radical et explorer les causes profondes qui ont fait exploser les vieilles certitudes. Ce qui aurait pu passer pour un simple coup d'éclat, un sursaut conjoncturel, est en réalité l'aboutissement d'années de verrouillage progressif dans le Sahel. Pour saisir l'ampleur du choc actuel, il convient de revenir sur la succession d'événements rapides et brutaux, qui ont redessiné la région à une vitesse fulgurante. Entre 2020 et 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont chacun connu un coup d'État militaire. Ces prises de pouvoir n'étaient pas de simples accidents. Elles ont été alimentées par une colère profonde, un ras-le-bol des populations, épuisées par la violence djihadiste, la corruption et l'inefficacité de leurs dirigeants. À maintes reprises, les promesses des partenaires étrangers ont été répétées, mais jamais tenues. L'idée qui s'est imposée, les solutions imposées de l'extérieur ne protégeaient ni les villages, ni la souveraineté, ni la dignité. Dans ce vide de confiance, une nouvelle alliance régionale est née presque à huis clos, l'Alliance des États du Sahel. D'abord simple partage de renseignements, elle est rapidement devenue un mécanisme de coordination militaire. À mesure que la coopération s'intensifiait, une doctrine inédite s'est imposée. Désormais, toute attaque contre l'un serait considérée comme une attaque contre tous. Chaque frontière devenait alors une ligne de front collective. Pour illustrer cette dynamique, souvenons-nous de l'attaque contre la garnison de Inates au Niger en 2019, où plus de 70 soldats nigériens furent tués par des djihadistes. À l'époque, la réponse fut nationale, isolée et marquée par un sentiment d'abandon de la part des alliés étrangers. Aujourd'hui, une attaque similaire déclencherait une riposte coordonnée, mobilisant des ressources du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est ce changement de paradigme qui bouleverse l'équilibre régional. Ce nouvel édifice sécuritaire s'est bâti sur les ruines d'une architecture ancienne, dominée jadis par la France et ses grandes opérations antiterroristes telles que Barkhane. Paris incarnait alors le garant externe de la stabilité régionale, avec des milliers de militaires, des drones, des avions de chasse et toute une infrastructure logistique. Mais ce modèle a implosé brutalement, avec l'expulsion successive des forces étrangères. L'espace laissé vide n'a pas été occupé par des civils ou des institutions démocratiques, mais par des militaires soudés par l'urgence, sans contrepoids extérieur ni garde-fous institutionnels. Ignorer la profondeur de cette mutation, c'est rester aveugle devant la nouvelle réalité du Sahel. Désormais, la force prime sur la négociation et la doctrine des lignes rouges a supplanté la diplomatie. Chaque geste, chaque mot, chaque rumeur peut suffire à faire basculer l'équilibre régional. À l'origine de ce basculement se trouve une figure clé, Ibrahim Traoré. La trajectoire de cet homme, qui a grandi dans un Burkina Faso traversé par les crises, éclaire la logique qui sous-tend ce nouveau régime. Mais qui est Ibrahim Traoré et comment a-t-il réussi à imposer son autorité dans une période de chaos ? Pour comprendre sa trajectoire, il faut remonter à ses premiers pas dans l'armée, mais aussi à ses choix décisifs à des moments où tout semblait perdu.
Né en 1988 à Bondocuy, Traoré entre dans l'armée nationale à l'âge de 18 ans. Il se distingue par son engagement contre les groupes djihadistes dans le nord du pays, là où les villages sont régulièrement attaqués, les écoles incendiées et les marchés pillés. À la différence de nombreux officiers, Traoré s'est forgé une réputation de chef de terrain. Il écoute les doléances des populations, organise des patrouilles nocturnes et refuse de se replier derrière les murs des casernes. Un exemple frappant de son style de commandement s'est produit en 2021, lors de l'attaque de Solan, qui fit plus de 160 morts. Alors que la peur paralysait les autorités, Traoré fut l'un des premiers à se rendre sur place, à rassurer les survivants et à organiser la riposte. Ce courage, mis en scène par les réseaux sociaux, a nourri sa légende et préparé le terrain pour son ascension. Lorsque la perception devient certitude, chaque geste, chaque soupçon peut allumer l'orage. Sous Traoré, la doctrine a muté. Il ne s'agit plus de réagir, mais de devancer la menace. Sur une piste poussiéreuse, un véhicule inconnu, au détour d'un pont, une silhouette étrangère. Dans la rumeur, un convoi suspect. Tout indice, même ténu, sert de prétexte à l'escalade. La souveraineté ne se discute plus. Elle s'impose, abrupte, indiscutable, redoutable. Dans ce nouveau monde, le seuil du conflit s'est évaporé. Il ne dépend ni de preuves tangibles, ni d'enquêtes rigoureuses, ni de doutes raisonnables. L'interprétation instantanée fait foi. Ce qui paraît menaçant l'est d'office, ce qui semble ambigu bascule du côté de la culpabilité. La ligne rouge se dresse, visible, prête à être franchie au moindre faux pas, et chacun sait que la sanction sera immédiate. Pour les habitants du Sahel, l'incertitude devient la norme. Les routes vitales se ferment sans préavis, coupant les villages du reste du pays. Les marchés, cœur battant de l'économie rurale, se vident sous le poids des contrôles imprévisibles. L'aide humanitaire, pourtant essentielle, se heurte à la suspicion. Chaque convoi est questionné, chaque ONG surveillée, chaque distribution retardée ou stoppée au nom d'une précaution féroce. Prenons le cas du village de Kelbo, au nord du Burkina Faso. En 2022, l'arrivée d'un convoi humanitaire fut bloquée pendant 5 jours, soupçonné de transporter du matériel pour les groupes armés. Résultat, pénurie d'eau, aggravation de la malnutrition, tensions entre villageois et autorités. Ce genre de scénario se répète dans des dizaines de localités où la peur et la méfiance prennent le pas sur la solidarité. La neutralité n'a plus cours. Être en dehors, c'est être complice. Un chef religieux prônant la paix devient suspect de trahison. Un journaliste qui questionne la politique sécuritaire est accusé d'intelligence avec l'ennemi. La dissidence n'a plus de refuge. La peur étouffe le débat. L'urgence justifie tout. Plus la menace semble imminente, plus la mainmise militaire s'impose, étouffant la moindre contestation ou nuance. Mais la doctrine ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. L'alliance des États du Sahel se soude face aux dangers extérieurs, réels ou imaginés. Les voisins côtiers, naguère simples observateurs, deviennent des cibles potentielles. Le Bénin, autrefois neutre, est pointé du doigt s'il reçoit un partenaire étranger ou appuie une force régionale. La coopération ouest-africaine, déjà fragile, se fissure sous la pression des soupçons et des représailles. Pour mesurer l'impact de cette méfiance, on peut se souvenir de la crise ivoirienne de 2010, où la fermeture des frontières et le gel des relations diplomatiques avaient plongé la région dans une paralysie économique. Aujourd'hui, le risque est de voir ces fractures s'étendre à l'ensemble du golfe de Guinée, bloquant le commerce, les échanges et même les mouvements de population. Dans cette atmosphère saturée de méfiance, chaque malentendu peut déclencher une réaction en chaîne. Une erreur, un incident anodin et la riposte s'active. L'étincelle peut surgir partout. Un drone abattu, un poste frontière attaqué, une rumeur qui enfle. Il suffit d'un rien pour que la région s'embrase, entraînant même les pays les plus prudents dans la spirale de l'escalade. Pour illustrer ce danger, rappelons-nous la crise de l'île de Pérégil en 2002, entre l'Espagne et le Maroc. Un simple îlot rocailleux, inhabité, a suffi à provoquer une mobilisation militaire et une tension diplomatique majeure. Dans le Sahel, où les armes circulent et où la confiance est déjà effritée, un incident mineur pourrait dégénérer en affrontement régional. La fracture ne s'arrête pas au Sahel. Les ondes de choc de cette doctrine préventive, militarisée et intransigeante, ébranlent déjà l'ordre mondial. Les lignes rouges ainsi tracées ne concernent plus seulement la région. Elles mettent à l'épreuve les équilibres globaux. À mesure que la tension monte, chaque acteur international doit choisir sa posture. Un simple trait de crayon sur une carte fait trembler 3 continents. Le Sahel, ce vaste ruban entre désert et savane, n'est plus une lointaine abstraction.
Il devient l'axe autour duquel s'enroule l'équilibre géopolitique. Au nord, la région effleure la Méditerranée et l'Europe, ce qui signifie que chaque crise au Sahel peut se transformer en vague migratoire ou en flux de réfugiés, comme lors de la crise libyenne de 2011. Au sud, elle relie les économies côtières à l'ensemble des routes du commerce mondial, rendant tout blocage potentiellement catastrophique pour des dizaines de pays. Ce positionnement confère au Sahel une importance hors norme. Pour l'Europe, la perte de cette barrière expose le continent à des vagues migratoires incontrôlables et à la diffusion du terrorisme. La stabilité des frontières extérieures de l'Union européenne s'appuie désormais en partie sur la capacité du Sahel à tenir bon. Les États-Unis voient leur partenariat sécuritaire se transformer en champ de mine diplomatique. Coopérer avec les nouveaux pouvoirs militaires devient un pari risqué. La confiance se délite, les anciennes garanties s'effacent, chaque geste peut être interprété comme une provocation ou une ingérence. La France, pilier historique, assiste à la chute brutale de son influence. Les alliances d'hier deviennent des boulets, les bases et réseaux d'experts des cibles ou des prétextes à contestation. Son image d'allié privilégié se fissure, révélant une vulnérabilité nouvelle. La Russie avance ses pions à vive allure, elle fournit armes, mercenaires et conseils, cherchant à combler le vide laissé par l'Occident. Mais ce pari audacieux l'expose. Si la situation s'envenime, Moscou portera le poids du chaos. Le masque du protecteur peut se transformer en fardeau. La Chine, prudente, observe et investit à bas bruit. Pour Pékin, l'enjeu est d'abord de sécuriser ses intérêts économiques. Routes, mines, infrastructures. Elle se tient en retrait des opérations militaires, mais n'hésitera pas à exploiter la moindre faille. Prenons l'exemple du port de Kribi au Cameroun, financé et construit par la Chine, qui permet de contourner les zones instables du Sahel. Si la région s'enflamme, la Chine accélérerait ses investissements dans des corridors alternatifs, bouleversant les équilibres régionaux. Au cœur du Sahel, la doctrine des lignes rouges gagne du terrain. Les anciens cadres de coopération s'effilochent, l'incertitude s'installe. Le risque est de voir le Sahel devenir un puzzle de camps armés, où chaque frontière attise la méfiance et fragmente encore l'espace politique. Sans guerre officiellement déclarée, la vie de millions de civils se rétrécit jour après jour. Les écoles ferment, l'accès aux soins s'effondre, l'aide humanitaire s'étiole. La confiance s'érode entre communautés et envers les institutions, laissant place à la loi du plus fort. Ce qui se joue ici n'est pas une simple question d'alliance militaire, c'est l'avenir d'une région entière qui menace de basculer, entraînant dans sa chute la capacité de la communauté internationale à prévenir une fragmentation mondiale. Si le Sahel s'effondre, c'est l'ordre global qui s'ébranle, pièce après pièce. Mais derrière ces lignes rouges, un homme incarne la nouvelle doctrine, Ibrahim Traoré. Sa vision exclut tout retour en arrière et chaque décision accroît la tension sur l'échiquier international. Tracer une ligne rouge paraît simple, mais la maintenir, la faire respecter, voilà la véritable épreuve, celle qui ne pardonne aucune faiblesse, aucune hésitation. Dans l'immédiat, l'alliance militaire du Sahel va durcir son autorité, contrôle renforcé aux frontières, multiplication des opérations sécuritaires et une communication plus martiale. Tout sera mis en œuvre pour afficher une unité sans faille, une volonté de faire, un contrôle total. Mais chaque posture martiale a un revers. Plus la ligne rouge est défendue, plus il devient impossible de reculer sans perdre la face. Une menace non suivie d'effet mine la crédibilité. Un recours à la force fait grimper la tension. L'engrenage se met en marche, refermant peu à peu toutes les issues. Sur le plan économique, l'autarcie promise ne produira pas de miracles immédiats. Les sanctions, les ruptures commerciales et l'isolement entraîneront pénurie, inflation et frustration. La population devra encaisser, souvent en silence, les sacrifices exigés par la doctrine sécuritaire. Si la sécurité s'améliore vraiment, le pouvoir pourra se justifier. Mais si l'insécurité ou la pauvreté s'aggrave, la légitimité des régimes militaires sera menacée. Le choix deviendra brutal, accepter l'isolement ou risquer une nouvelle vague d'instabilité. Un danger plus insidieux guette. Si cette logique se diffuse à d'autres régions, la coopération transfrontalière s'effondre. Les divisions se creusent, la suspicion s'installe et chaque voisin devient un suspect. L'hostilité s'institutionnalise. Pour les acteurs extérieurs, États, entreprises, ONG, patience et dialogue ne sont plus perçus comme des vertus mais comme des faiblesses à exploiter. Tenter la négociation, c'est désormais prendre le risque d'être perçu comme complice ou naïf. Mal gérer cette dynamique, c'est risquer l'implosion interne et la confrontation externe.
L'erreur se paie au prix d'une crise qui pourrait déborder bien au-delà du Sahel. Au-delà de la théorie, quelles seraient les étapes concrètes pour désamorcer ce cercle vicieux? Premièrement, il faudrait créer des mécanismes régionaux de médiation, où chaque incident serait discuté avant toute riposte. Deuxièmement, réhabiliter la société civile et les journalistes pour créer des espaces de débat, même sous surveillance. Troisièmement, encourager des échanges économiques avec les voisins pour rendre la coupure trop coûteuse à tous. L'histoire regorge de parallèles. Au début du XXe siècle, la doctrine de la ligne Maginot française se voulait infranchissable, mais la rigidité de cette défense a mené à la catastrophe de 1940. À l'inverse, la détente entre les États-Unis et l'URSS dans les années 70 a montré que le dialogue, même minimal, peut retarder l'inévitable et ouvrir des brèches dans la logique de confrontation. Ce que chacun doit retenir, proclamer une ligne rouge est facile, la gouverner l'aide beaucoup moins. Elle protège, oui, mais enferme aussi, forçant à des choix radicaux où la nuance n'a plus sa place. Mais alors jusqu'où cette logique peut-elle aller? La question devient, qui au final contrôle vraiment la frontière, et à quel prix? Les cartes ne se renversent jamais d'un seul geste, mais chaque ligne rouge, chaque doctrine imposée grignote un peu plus l'équilibre de demain. Observez attentivement. La guerre n'explose pas en un instant. C'est la négociation, quand elle cède la place à la rigidité, qui fait vaciller le monde, par à-coups, par fissures presque invisibles. La souveraineté devient un totem, les alliances se délitent, et soudain, routes et frontières paraissent déjà appartenir au passé. Au Sahel, l'alliance portée par Ibrahim Traoré n'a pas créé la fracture, elle l'a gravée dans le réel, ligne après ligne. Désormais, la vie de millions de civils, la sécurité des voisins, l'accès aux ressources, la réputation même des États, tout peut basculer. Ce n'est plus seulement une question de diplomatie ou de cartes, c'est une question de survie, de pouvoir, de légitimité. Chaque position tranchée, chaque refus de négocier pousse la région sur une pente où l'équilibre s'efface. La vraie question n'est pas de savoir si la prochaine fracture sera spectaculaire ou subtile, mais qui la verra venir et qui la subira. Car si vous détournez les yeux, si vous négligez la façon dont chaque nouvelle ligne rouge recompose le jeu, vous serez pris dans la tempête sans jamais pouvoir peser sur son cours. Demandez-vous, qui trace vraiment ces lignes? Qui, au nom de la souveraineté, déclenche des réactions en chaîne qui dépassent les frontières africaines? Ce ne sont pas les discours officiels qui dessinent l'avenir, mais ces décisions discrètes qui déplacent les lignes du possible. Ce qui semble lointain aujourd'hui peut bouleverser votre quotidien demain. Commerce, migration, sécurité, pouvoir d'achat. Tout dépend de ces équilibres invisibles qui se tendent et se rompent. Ne laissez pas la prochaine fracture vous surprendre. Soyez attentifs. Même sans guerre ouverte, l'instabilité façonne déjà le futur. Mais l'histoire n'est jamais écrite d'avance. À chaque époque, des hommes et des femmes ont refusé d'abandonner le dialogue, même quand tout semblait perdu. Durant la crise des missiles de Cuba en 1962, deux nations au bord de la guerre nucléaire ont trouvé un chemin vers la désescalade, grâce à la communication, à la retenue et à l'acceptation du doute. Dans le Sahel, chaque citoyen, chaque responsable, chaque observateur peut choisir d'alimenter la logique de la ligne rouge ou d'ouvrir une brèche vers la nuance. Car la véritable souveraineté n'est pas seulement de défendre une frontière, mais de choisir quel avenir on veut bâtir pour les générations à venir. À la croisée des chemins, la question demeure. La doctrine des lignes rouges sera-t-elle le tombeau de la coopération ou la matrice d'un nouveau pacte régional fondé sur la force, mais aussi sur la raison? L'avenir du Sahel et peut-être du monde se joue ligne après ligne, décision après décision. Restez vigilants, car les lignes rouges d'aujourd'hui pourraient un bien devenir les cicatrices